je vais passer la parole à ma collègue Juno, historienne, qui va nous parler avec ce titre de la suite, en réalité, ce que Thomas vient de nous dire. Donc, la mise en perspective historique de la loi du 5 juillet 1974 de la société française, et la focus est sur les années 60 et les années 70. Merci, monsieur le modérateur, et merci aussi, un grand merci aux organisateurs de notre invités à ce colloque. Donc, l'âge électoral en France devait être abaissé. Il ne fallait pas faire de calcul, mais considérer que la France a droit à ce système normal de fonctionnement de sa vie démocratique et élective. Rappelé en 2007 avec Giscard d'Estaing, lors du colloque Les années Giscard et réformes de société. L'objectif donc de cette communication sera de mettre en perspective historique dans la société française la loi de l'abaissement de la majorité civile et civique du 5 juillet 1974, même si je rassure les organisateurs, nous nous concentrerons essentiellement sur le droit de vote à 18 ans, sur la majorité électorale. Si cette loi relève du programme du changement de Valéry Giscard d'Estaing, elle s'inscrit dans un long cheminement d'aspirations, de projets concernant l'abaissement de la majorité électorale, alors fixée à 21 ans, comme l'a dit mon prédécesseur, depuis la Constitution de 1848. Ce processus s'accomplit alors que la France connaît un coup de jeûne, durant la période comprise entre l'après-guerre et la fin des années 1960. Durant la fin des années 1960. À cette période-là, plus de 16% de la population est ainsi constituée d'individus ayant entre 16 et 24 ans, et ce en 1969, alors que le corps électoral, lui, diminue. Or, la montée des jeunes, observée en 1959 par Alfred Sauvy, qui aboutit à la révolte des jeunes et à la brèche de 1968, s'est longtemps heurté au pouvoir et ne s'est pas traduite par un changement pour les jeunes de leur statut de mineur. À la charnière des 30 glorieuses et des 20 décisives, comment cette loi émerge-t-elle? Quelles en sont les interprétations et quelles perspectives nous avons? Pour ce faire, nous verrons d'abord la phase avant la loi, c'est-à-dire la montée des jeunes dont le statut est ainsi changé, puis nous nous concentrerons en tant qu'historienne sur la loi du 5 juillet, et enfin, nous nous intéresserons à la réception de cette réforme, de cette loi, en voyant donc au-delà de cette loi. Donc, premier temps, donc vous avez les titres qui s'affichent, une inexorable montée du jeune, mais un statut inchangé de mineur. Les années 1960 sont en effet marquées par la déferlante des baby-boomers qui arborent des signes extérieurs de jeunesse, faisant de ces classes démographiques étoffées un groupe socio-culturel repérable, progressivement individualisé. La nouvelle vague qui débute en 1957 avec l'enquête sociologique de François Chimou dans l'Express sur la nouvelle génération qui met à l'honneur la jeunesse correspond en même temps à des classes moyennes, un gonflement des classes moyennes, avec l'épanouissement du monde des choses de Georges Perec. Les 15-20 ans constituent 4 millions de bons consommateurs, véritables curiosi. C'est aussi pour les jeunes le temps des copains, yéyé orchestré par Salut les copains, dont le point d'orgue est la nuit du 22 juin 1963, avec le concert gratuit Place de la Nation, pour le premier anniversaire du magazine de Daniel Philippaki. À cet égard, la question d'une culture jeune s'est d'autant plus posée que plusieurs émissions télé ont aussi été produites pour les 15-20 ans dès 1960. Si la jeunesse, dans sa diversité, son emploi jeunesse par commodité, constitue un nouvel acteur collectif que les politiques publiques commencent à chercher à repérer, identifier, voire encadrer, les jeunes de moins de 20 ans ne sont pas reconnus politiquement et sont toujours considérés comme des mineurs. Dans le même temps, jeunes et adultes sont face à face avec des sentiments ambivalents qui vont de l'indifférence à l'incompréhension, voire à la méfiance. Anne-Marie Sonn, l'historienne Anne-Marie Sonn, dans ses travaux sur l'histoire des jeunes dans les années 60, souligne l'opposition entre des jeunes incompris contre des croulants du passé, ce sont
les expressions qu'eux-mêmes emploient. Par ailleurs, au-delà de la montée démographique des jeunes, c'est la massification de la scolarisation qui a transformé en profondeur la jeunesse et qui contribue aux prémices de son autonomisation. L'abaissement de la majorité à 18 ans pouvait-elle donc répondre aux aspirations d'émancipation des jeunes? En tout cas, dans ce contexte de montée des jeunes, des voix s'élèvent pour un abaissement de la majorité à 18 ans. Ces voix proviennent plutôt des partis politiques et de leur jeunesse, ainsi que des intellectuels. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été dit par mon prédécesseur, dans le cadre de la reconstruction institutionnelle et sous l'influence des idées issues de la résistance, des voix s'étaient élevées, particulièrement fortes parmi les communistes, pour un abaissement de l'âge électoral, sans pour autant que l'âge de 18 ans soit retenu. Les gaullistes, qui étaient préalablement favorables, par crainte d'une concurrence communiste, changèrent d'avis et les différents projets de loi furent enterrés entre guillemets. C'est durant les années 1960 que la question ressurgit. L'exemple des socialistes est éclairant. Les jeunesses socialistes, que je connais un peu mieux, se prononcent pour une participation accrue de la jeunesse et pour le droit de vote à 18 ans. Dès 1964, Pierre Mauroy, membre du parti socialiste et secrétaire général aussi de la Fédération Léo Lagrange, qui sert de relais avec la jeunesse, constitue l'association pour la majorité à 18 ans. En 1966 se déroule une convention nationale de la jeunesse en présence notamment de Guy Mollet et de François Mitterrand. Cette rencontre doit apporter la réplique de la jeunesse de gauche au livre blanc du gouvernement, qui suit la grande enquête qui a été lancée. La Convention nationale de la jeunesse doit, je cite, apporter la démonstration, selon François Mitterrand, que la politique de la jeunesse est d'abord conçue par nous sous l'angle du dialogue, que nous voulons nous adresser non pas à des enfants, mais à de jeunes citoyens responsables. Parmi les grandes orientations du programme, la participation occupe la première place, car pour les jeunes d'aujourd'hui, être libre, c'est participer aux décisions, peut-on dire, dans cette convention. La question du civisme, largement abordée, se traduit par un développement de l'éducation civique et un abaissement donc de l'âge de la majorité à 18 ans. Celle-ci est d'autant plus nécessaire que la maturité des jeunes est plus rapide et que, je cite encore cette convention, l'évolution des mœurs laisse aux jeunes une autonomie beaucoup plus tôt que dans le passé. En juin 1968, le Conseil national de la FGTS regrette que l'Assemblée nationale ne se soit pas prononcée sur la proposition du groupe socialiste du 14 décembre 1967 portant sur l'abaissement du droit de vote à 18 ans et dénonce l'hypocrisie du pouvoir qui s'était rallié, mais qui, dans les faits, n'entérine pas ce qui a été proposé. Les intellectuels ne manquent pas de sonner l'alarme. Tel Roger Gérard Schwarzenberg, dans Une jeunesse à l'exil, il dénonce ainsi, je le cite, une discrimination qui se fonde d'abord sur l'âge, faisant de la jeunesse, je le cite encore, une colonie. Cette situation ne serait pas étrangère, selon lui, à la grande douleur de mai 68. Donc il est temps de voir quelles sont les réponses du pouvoir. Cette affiche, que vous connaissez tous, Sois jeune et tais-toi, montrant en ombre chinoise De Gaulle en képi bâillonnant un jeune, résume l'attitude ou la perception de l'attitude du pouvoir gaulliste vis-à-vis de la jeunesse qui apparaît comme une figure menacée. Même si l'abaissement de la majorité électorale n'est pas la revendication prioritaire de l'histoire de 68, pensons aux célèbres élections du Japon, celle-ci n'est néanmoins pas évacuée du registre des aspirations, comme on fait état cette autre affiche que vous avez là, où l'on voit un jeune, avec un pavé et l'inscription surtout moins de 21 ans, voici votre bulletin de vote, c'est-à-dire donc un pavé. Alfred Sauvy, dans la révolte des jeunes, assure que jusqu'en 1968, l'attitude du pouvoir peut se résumer par la politique des portes fermées. Un certain nombre de propositions avaient déjà été formulées par l'opposition de gauche, mais aussi par certaines voix isolées de la majorité, telles les propositions du député gaulliste Robert André Vivian.
les jeunes gaullistes, comme l'ont montré les travaux de François Audichier. En 1972, la commission des lois avait néanmoins adopté le principe de l'abaissement de la majorité civile et civique à 18 ans, sans pour autant que la question soit portée à l'ordre du jour. La même année, Pierre Mesmer, lors de la déclaration de politique générale, prend l'engagement d'abaisser la majorité à 19 ans. Le même engagement, mais à 18 ans, figurait dans le programme commun de la gauche. Et les tentatives de réforme sont enterrées à cause de l'opposition farouche du président d'alors, c'est-à-dire Georges Cloutier. Roger, qui était très hostile, Roger Gérard Schwarzenberg, le 5 avril 1974, c'est-à-dire quelques jours après le décès de Georges Pompidou, à la veille de nouvelles élections présidentielles, écrivait dans Le Monde un article intitulé « Rendre le suffrage universel », en accordant le droit de voter à 2,5 millions de Français âgés de 18 à 21 ans qui sont mis hors de l'État, employant même les termes très forts de ségrégation et d'apartheid. Or, cela ne peut durer à la 17e. 3 mois plus tard, émergeait donc la loi qui nous intéresse maintenant. Cette loi constitue donc un aboutissement en ce sens qu'elle répondait à des aspirations, on vient de le voir, des courants portés par des groupes politiques, par des jeunesses et par des intellectuels. Cette loi constituait en même temps un aboutissement car elle correspondait à une mise en conformité entre la loi et l'évolution de la société, en particulier une plus grande précocité de la maturité des jeunes. Et enfin, c'est un aboutissement en ce sens que cette loi vient combler un retard au niveau international. Roger Gérard Schwarzenberg, toujours à la veille des élections de 1974, ironisait « Serait-on plus mûr au nord qu'au sud de la Manche, à l'est qu'à l'ouest du Rhin ?» De fait, la plupart des pays occidentaux avaient connu un abaissement de la loi électorale. Le Royaume-Uni en 1969, les États-Unis en 1971, le Canada et l'Allemagne de l'Ouest en 1972, l'Australie ainsi que la Suède, comme la France en 1974. D'ailleurs, le comité des ministres du Conseil de l'Europe avait recommandé en 1972, comme le docteur Livy mentionné dans son article sur les seuils de majorité, avait recommandé donc aux États européens de procéder à un abaissement de la majorité, je cite, s'il l'estimait opportun à 18 ans. Du point de vue du contexte historique, cette loi s'inscrit donc dans un tournant. L'année 1974 marque, selon l'historienne Michel Zamparini-Fournel, une rupture historique notable, avec le changement de président et l'avènement du libéralisme giscardien qui cherche à prendre en compte des changements survenus dans la société. Le changement, terme scandé par le jeune président qui s'identifie à Kennedy, est porteur de modernité et de réforme. Il prend un certain nombre de réformes, accordant des droits nouveaux ou élargis aux individus. Un éphémère ministère des réformes avait d'ailleurs été confié à Jean-Jacques Chapman-Cholet. Le GE, comme on l'appelle, avait présenté l'affrontement électoral avec le candidat du programme commun comme une alternative entre la réforme et le risque révolutionnaire. Son programme pouvait donc se définir comme le changement sans le risque, une forme de réponse pragmatique à l'évolution de la société française, marquée par la brèche de 68. Le GE soulignera qu'il s'agissait d'éloigner les 68. Les souvenirs de 1970 sont encore très vifs, appuyés par les manifestations récentes des lycéens contre la loi frontalière. Le projet de modernisation et de libéralisation apparaissait donc comme un programme de changement sans le risque. Pourtant, Valéry Giscard d'Estaing, en portant la réforme de l'abaissement de la majorité à 18 ans, prenait le risque que Pompidou avait voulu éviter, c'est-à-dire que les nouveaux jeunes électeurs votent à gauche. Un sondage d'ailleurs de la Sonfres du 21 juin 1974 soulignait que 59% des jeunes de 18 à 21 ans, s'ils avaient eu le droit de vote, auraient voté en faveur de François Mitterrand. Et les travaux de Janine Lucius-Labo ont montré une certaine gauchisation des jeunes. Cette mesure de l'abaissement de la majorité à 18 ans s'inscrit bien sûr dans tout un ensemble de libéralisation sur lequel je ne peux pas assister, le RPR, le Conseil constitutionnel, et bien sûr avant l'IVG, qui tient compte donc de cette évolution de la société. C'est adopté très vite et c'est symbolique que cette loi soit la première loi de libéralisation et de modernisation a été votée par le Parlement.
Le projet de loi gouvernemental déposé le 13 juin et voté le 25 juin par l'Assemblée nationale, le 28 juin par le Sénat, et la loi est promulguée le 5 juillet. Même si la procédure est somme toute rapide, l'écart entre le premier projet et la loi est important et est lié à la création des différents seuils de majorité. Le texte gouvernemental transmis au Parlement était très court. Il n'y avait que 2 articles. Or, pour le Parlement, il ne devait pas y avoir de distinction entre majorité électorale, puisque le projet gouvernemental ne portait que sur la majorité électorale, donc pas de distinction entre la majorité électorale à 18 ans et la majorité civile à 21 ans. C'est ce que préconisaient Jean Fournier et Alain Delanois, contre Jean Le Pen qui était donc le garde des Sceaux qui représentait le gouvernement, qui lui disait que ce n'était pas anticonstitutionnel, qu'il y avait pas entre les deux. Malgré les mises en garde, malgré la complexité d'un texte qui désormais a 29 articles, qui associe les 2 majorités, celle-ci a été adoptée dans ce que certains ont considéré comme de la précipitation. PGE a rappelé la surenchère parlementaire par rapport à son projet gouvernemental. Il a eu déclaré plus tard, il y a eu un moment où le malheureux Jean Le Pen qui défendait le texte s'est vu complètement débordé. On allait abaisser l'âge électoral à 16 ans ou à 15 ans. Plus rien n'a porté là-bas. La loi fut votée à l'unanimité, moins une loi, ce qui faisait de ce texte une loi, somme toute, du moins en apparence consensuelle, malgré les différences de majorité, mais donc je n'insiste pas. Jean Le Pen a parlé de monument législatif à propos de cette loi. Alors, dernier temps, rapidement, parce que c'est vous qui allez en parler après au-delà de la loi de 1974, et d'abord, un des objectifs de la loi de 1974 était de ramener les jeunes à la vie politique en faisant des citoyens. Qu'en est-il en 1974, alors que la loi fait augmenter le corps électoral de 2,5 millions de citoyens? Les archives de l'INA permettent d'avoir des réponses de jeunes interrogés à l'occasion du vote de cette loi. De façon générale, les réactions sont assez ambivalentes, entre curiosité, parfois enthousiasme, mais aussi inquiétude. Beaucoup opèrent d'ailleurs une très nette distinction entre les 2 majorités, comme ce jeune homme qui se dit entièrement d'accord pour la majorité électorale, car les jeunes ont une place de plus en plus importante dans notre pays, et indifférent pour la majorité civile, car selon lui, rien ne change à cause de la dépendance financière des jeunes vis-à-vis de leurs parents, et c'est une remarque très récurrente. Quelques jours après la promulgation, au cours du journal de 13h de France Inter, 2 jeunes sont invités pour évoquer leur nouveau statut social. Une jeune fille assure, pour moi le plus important c'est le droit de vote. Et elle complète en précisant que c'est surtout important pour les présidentielles. Quant au jeune homme, il répond ironiquement que cette loi est en fait comme une voiture sans roue. L'un et l'autre conviennent que leurs responsabilités sont engagées, qu'ils ont envie d'exercer ces responsabilités depuis longtemps, mais qu'ils n'y sont pas préparés. La jeune fille déplore particulièrement en rappelant que les listes électorales avaient été ouvertes pour les jeunes qui avaient eu 21 ans à la suite de la mort de Georges Pompidou, ce qui n'avait pas été fait en 1968, mais que très peu de jeunes le savaient. Une mère affirme que si les jeunes ont plus de sens de responsabilité, ils ne sont pas assez mûrs, et pour le vote, ils ne sont pas assez informés. Quelques mois plus tard, en novembre 1974, les Nuits de France Culture consacrent 3 émissions aux nouveaux citoyens. La première intervenante explique qu'elle a 18 ans, que la moitié de ses camarades vont voter et conclut « Pour moi, cela ne change pas grand-chose dans ma vie ». Même sentiment chez un jeune homme qui, à propos de la loi répond « Ce n'est pas très important, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas une chose exceptionnelle, révolutionnaire. » Un autre jeune homme affirme qu'il se sent capable de voter et d'exprimer son opinion personnelle, mais assure que cela dépend du statut des jeunes. La différence de statut revient très souvent dans ces enquêtes, dans différentes enquêtes. Ceux qui travaillent déjà, notamment en usine, auraient une plus grande formation que ceux qui sont lycéens, qui sont plus de l'extérieur. La dépendance des parents est toujours
pointés du doigt, ainsi que le manque d'information et de préparation. Une jeune fille révèle qu'une formation d'association civique est bonne, on le sait, mais c'est nul. C'est une matière bâtarde, on fait rien. Alors, entre enthousiasme, indifférence ou inquiétude, les jeunes sont assez partagés finalement dans cette réforme, parce qu'il y a un jeune homme qui dit, je vais sauter, qui est content parce qu'on sent qu'on a du poids, ça fait plaisir. Les adultes, de même, pour la plupart des mères, pour la plupart des interrogés, assurent qu'il faut faire confiance des jeunes, mais elles déplorent toujours qu'ils ne sont pas assez préparés. Alors, s'il est difficile de voir la réception de cette loi, il est aussi difficile de savoir comment ils votent. Le premier acte pour voter consiste en l'inscription sur les listes électorales. À la suite du vote de la loi de 1974, les inscriptions des jeunes sur les listes fut lente. Je n'ai pas le temps de vous donner le pourcentage. Dans un article de reportage de Laurent du 20 mars 1978, un jeune électeur déclare « Moi, je me déplace que pour le second tour. C'est bien suffisant. » 20 ans plus tard, Amixel, le blog Amixel, évoque une inscription différée pour les jeunes et un passage à l'acte très progressif. La politologue note des variations selon les élections, plus d'inscriptions les années où il y a des présidentielles, et selon aussi le degré d'insertion sociale. Par ailleurs, les tranches d'âge des plus jeunes, 18-20 ans, quand ils sont inscrits, sont plus participationnistes que les tranches les plus âgées, de 20 à 25 ans. Alors, comment votent les jeunes? Très vite. Dans l'émission de France Culture, un jeune homme répond qu'il ne pense pas que le vote des jeunes pouvait changer les résultats. Je pense, continue-t-il, qu'ils votent comme leurs parents, peut-être plus à gauche, mais légèrement. Les élections présidentielles de 81 ont donné raison à Giscard d'Estaing, ne gagnerait pas cet abaissement de la loi, puisque 63% des 18-25 ans ont voté pour François Mitterrand. En 88, ils sont 69% de jeunes du même âge à donner leur voix à François Mitterrand. Il y a un tournant dans le vote des jeunes lors de l'élection présidentielle de 95, puisque 53% ont voté en faveur de Jacques Chirac. Pour Anne Mussel, elle indique qu'au-delà des résultats du changement d'orientation, l'enseignement à retenir, c'est la perte de spécificité de choix politiques qui seraient propres à la jeunesse. Est-ce que ça traduit l'institutionnalisation de la loi de l'intégration des jeunes? Point d'interrogation. Alors, très vite, parce que c'est pas un cours, on dit quasiment de conclusion, dépasser le droit de vote à 18 ans. On peut rappeler que les propositions de seuil ont varié avant de s'arrêter sur 18 ans, 19 ans, 20 ans avaient été proposées. Après la Deuxième Guerre mondiale, il semblerait même que l'âge de 16 ans était un instant évoqué, comme en 1974, au moment de la surenchère parlementaire. 20 ans après l'adoption de la loi, c'est-à-dire en 1994, un sondage Louis Harris France montre que 38% des jeunes seraient plutôt favorables à l'abaissement de la majorité à 16 ans. Mais 74% des Français y seraient opposés. Ce sont les propos d'Anne Mussel. Les interventions qui suivront nous diront quelles sont les proportions aujourd'hui. Ce n'est pas mon sujet directement. Monument législatif ou mesure phare pour certains, cette loi fait partie des mesures de libéralisation et de modernisation de la société française voulues par Valéry Giscard d'Estaing et parfois passée au second rang par rapport à des lois plus emblématiques comme la loi sur l'IVG. La preuve en est peut-être le peu de manifestations scientifiques cette année pour le cinquantenaire de cette loi, et on ne peut qu'être reconnaissant aux organisateurs de ce colloque. Si cette loi est fondamentale parce qu'elle a reconnu le droit de vote aux jeunes, le droit de participer aux jeunes à la vie politique et d'être intégrés comme citoyens, elle est importante aussi car elle constitue un seuil de reconnaissance de la légitimité des jeunes. À la manière des rites de passage, tout à l'heure on parlait des sociétés antiques, à la manière des rites de passage dans les sociétés anciennes, voter pour la première fois peut constituer un rite intégrateur. À un moment où les limites et les rites se boulent, disparaissent, les questions du service militaire par exemple,
qui sont difficiles à franchir et acquérir, une raison, la décohabitation, par exemple. Reste à savoir si aujourd'hui les aspirations ou revendications pour l'abaissement du droit de vote à 16 ans seront entendues, si c'est souhaitable, si ça change quelque chose, suite du colloque, nous le tirage. Je vous remercie.